Il fut un temps où les enfants n'avaient dit pas d'écran entre les mains, mais quelque chose de bien plus précieux. Une rue entière qui les attendait. Une époque où le plaisir se construisait avec ce que l'on avait sous la main. Où chaque après-midi était une nouvelle aventure, et où le rire était le son le plus important du quartier. Les jeux que tu t'apprêtes à redécouvrir n'étaient pas un simple divertissement. Ils étaient la musique d'une enfance sans hâte, les leçons qu'aucune école ne pouvait enseigner. Ils furent notre première rencontre avec la joie pure. Alors prépare-toi, car dans les prochaines minutes, nous voyagerons dans le passé pour redécouvrir ces moments qui semblent lointains, mais qui battent encore au fond de toi. Nous allons parler de 10 jeux traditionnels qui ont marqué des générations entières, mais auxquels presque plus personne ne joue aujourd'hui. Tu t'en souviens ? Numéro 10, la marelle. Il ne fallait que 3 choses. Une craie, un sol en ciment, un caillou lisse, et avec cela tu créais un monde. Tu traçais les cases de 1 à 10, tu sautais sur un pied, tu évitais les lignes comme si elles étaient de feu, tu récupérais ton caillou. Cela paraissait simple, vraiment simple, mais ça ne l'était pas. Chaque saut demandait de la concentration. Tu sentais ton cœur se serrer à chaque fois que ton pied s'approchait d'une ligne. Tu poussais un cri de victoire quand tu atteignais le 10 sans faute. Et tu vivais la frustration pure quand tu tombais presque à la fin. Les enfants passaient des heures sur les places, sous le soleil de l'après-midi, défiant leurs amis, se dépassant eux-mêmes. La marelle apprenait l'équilibre, la coordination, la patience, mais surtout, elle montrait que parfois, les choses les plus simples sont les plus précieuses. Numéro 9, les billes. Il y avait une vérité universelle dans l'enfance. Si tu avais des billes, tu avais du pouvoir. Chaque enfant gardait sa collection comme un trésor. Billes transparentes qui semblaient lumineuses, irisées aux couleurs impossibles, géantes qui brillaient au soleil. Chacune avait son histoire, chacune avait sa valeur. On traçait un cercle sur la terre. On plaçait les billes au centre comme les pièces d'un trésor perdu, et la bataille commençait. Avec ta bille fétiche, tu frappais avec une précision chirurgicale. Si tu en sortais une du cercle, elle était à toi. Si tu manquais, tu perdais la tienne. Il y avait de la stratégie, beaucoup. Tu savais exactement laquelle viser, laquelle éviter. Certains enfants devenaient des légendes. Leur nom circulait dans le quartier. Celui-là ne perd jamais. Celui-là a la main d'acier. C'était un jeu, oui, mais aussi une économie réelle, un risque véritable. On apprenait que certains jours on gagne, d'autres on perd, que la vie n'est pas toujours juste, et que c'est normal, car demain offre une autre chance. Numéro 8, la corde à sauter. 2 enfants faisaient tourner la corde. 2 autres attendaient leur tour. Et toi, au milieu, tu sautais. Sautais. Sautais sans t'arrêter. Le rythme s'accélérait à chaque bond. Les chansons accompagnaient chaque mouvement. Ton cœur battait au rythme de la corde. Les mains de tes amis allaient de plus en plus vite, jusqu'à ce que ce soit impossible de continuer. Quand tu trébuchais, tout le monde riait. Mais c'était un rire de complicité, pas de moquerie. Quand tu finissais sans faute, tous criaient, t'acclamaient, comme si tu avais gagné une course olympique. La corde à sauter enseignait quelque chose qu'on a presque oublié aujourd'hui. La communauté. Ce n'était pas un jeu solitaire, tu avais besoin des autres pour tenir la corde, pour t'encourager. Le jeu n'existait que parce que d'autres croyaient en toi. Numéro 7. La toupie. Tu enroulais la ficelle avec précision, un geste presque rituel. Tu l'enroulais encore et encore. Tu la tenais entre tes doigts comme l'objet le plus fragile du monde. Puis tu la lançais de toutes tes forces. Et elle s'élançait, tournoyait, dansait. C'était de la magie pure. En main d'experts, la toupie devenait un art en mouvement. Il y avait des compétitions. Les meilleurs la faisaient tourner pendant des minutes entières. Mais pour en arriver là, il fallait du temps, beaucoup de temps. Des semaines d'essais, d'échecs, de persévérance. Et un jour, tout cliquait. Ton geste était juste, ta force parfaite, et la toupie s'envolait comme un oiseau. Ce sentiment de maîtrise, d'accomplissement, était indescriptible. Tu avais gagné quelque chose qu'on ne pouvait t'enlever. Une habileté, une conquête personnelle. La toupie enseignait la discipline, la répétition, la valeur de l'échec comme étape vers le succès. Numéro 6. Cache-cache. Quelqu'un comptait, les autres couraient. Tu te cachais derrière un arbre, une voiture, un coin sombre de la maison, et tu attendais. Tu entendais les pas du chercheur, ton cœur battait fort, ta respiration se faisait discrète. Si on te trouvait, tu devais retourner à la base. Mais parfois, magie, tu arrivais à la base avant d'être découvert.
Tu criais « Olé !» ou le mot de ton quartier, et pendant un instant, tu étais libre, tu avais gagné, tu avais été invisible. Cache-cache, c'était l'adrénaline pure, stratégie, vitesse, survie, communauté. Un groupe d'amis unis dans le même jeu, poursuivant la même liberté, célébrant ensemble. Numéro 5. Le yo-yo. Un disque en plastique, une ficelle, tes mains, c'était tout. Mais avec cela, tu devenais un magicien. Certains yo-yos étaient simples. Ils montaient et descendaient. D'autres permettaient des figures incroyables. La berceuse, le dormeur, le tour du monde. Des enfants s'entraînaient des heures au soleil jusqu'à maîtriser chaque mouvement. Et quand tu réussissais sans chute, sans nœud, sans faute, tu te sentais comme un super-héros. Ton ami criait, tu souriais, tu venais de faire de la magie. Le yo-yo t'accompagnait partout, à l'école, dans le bus, dans la cour. Certains avaient des collections entières, des yo-yo colorés, rares, de marques célèbres. Ils les échangeaient, les gardèrent comme des bijoux, car pour eux, c'en était. Le yo-yo apprenait la patience, la persévérance, la valeur du travail bien fait. Numéro 4, la toupie à gage ou pirinola. Un octogone en bois, une ficelle enroulée, quelques pièces sur la table, et la tension montait. Tu la faisais tourner et tu retenais ton souffle. Donne, prends tout. Selon où elle tombait, tu gagnais ou tu perdais. Il y avait du hasard, mais aussi de la stratégie. Combien miser, quand s'arrêter, quand continuer. La pirinola t'apprenait une vérité essentielle. La vie est aléatoire. Parfois tu gagnes sans raison, parfois tu perds sans la mériter. Tu ne peux pas tout contrôler, et c'est très bien ainsi, car il y aura toujours un autre tour, une autre chance, un nouveau départ. Numéro 3, le chat, ou jeu de poursuite. 1, 2, 3, tu es le chat. Ton but est simple, attraper les autres. Tu cours, le monde disparaît. Il n'y a plus que le jeu, tes amis, ton souffle. Tu tends la main, presque, mais ils s'échappent en riant. Quand enfin tu en attrapes un, c'est la victoire pure. Mais à ton tour, tu deviens la proie. Le chat, c'était le chaos, l'énergie brute, l'enfance à son apogée. Des enfants courant sans but précis, juste pour la joie de courir, transpirant sous le soleil, riant jusqu'à en perdre haleine. Ce jeu enseignait la vitesse, la résistance, la stratégie, la solidarité. Sans le savoir, tu t'entraînais à la vie. Et le mieux, c'est que cela ne finissait jamais. 1 heure, 2, 3, et tu voulais encore jouer. La fatigue ne comptait pas, la joie était trop grande. Numéro 2, le bilboquet ou yo-yo chinois. C'était un peu comme le yo-yo, mais différent, plus complexe. Un cylindre relié à 2 baguettes par une corde, et entre des mains habiles, c'était de l'art pur. Tu le faisais tourner à une vitesse vertigineuse, tu le lançais dans les airs, et tu devais le rattraper tout en continuant la rotation. C'était un exercice d'équilibre, de rythme, de coordination absolue. Aucune place pour l'erreur. Certains enfants devenaient de véritables maîtres. Ils faisaient bondir le bilboquet, le faisaient monter, descendre, tourner à des angles impossibles. C'était presque une danse. Le corps bougeait en parfaite synchronie avec l'objet, 2 choses ne formant plus qu'une seule. Le plus beau, c'est que ce jeu ne demandait ni argent, ni technologie, seulement de la pratique, de la détermination, et la volonté de revenir le lendemain. Le bilboquet séparait ceux qui avaient de la patience de ceux qui n'en avaient pas, ceux qui abandonnaient après un essai de ceux qui revenaient, jour après jour, sous le soleil, jusqu'à ce que quelque chose clique. Il enseignait la persévérance absolue, celle qui semble presque disparue aujourd'hui, celle qui te dit que peu importe combien de fois tu échoues, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer encore et encore. Numéro 1, les billes, les vrais. Et nous voilà au numéro 1, le jeu qui a défini des générations entières, le jeu qui fait mal à se rappeler. Si tu as grandi dans les années 70, 80 ou 90, tu as sans doute une mémoire gravée au fer rouge liée à cela. Des billes en verre brillantes comme des bijoux, un cercle tracé dans la terre, ta bille parfaitement alignée, le bruit du choc, le cri de victoire, ou la grimace de défaite quand tu perdais ta bille préférée. Chaque bille avait une histoire. La rouge gagnait lors d'un échange épique. La géante remportée dans un pari insensé. Celle que ton grand frère t'avait offerte. Chacune était précieuse. Chacune signifiait quelque chose. Ce jeu, plus que tout autre, enseignait l'économie réelle. Tu gagnais des billes, tu en perdais, tu apprenais à négocier, à élaborer une stratégie, à accepter la perte. Certains enfants les collectionnaient comme des trésors archéologiques.
les gardait dans des sacs spéciaux, leur parlait, inventait des légendes autour d'elles. Les billes étaient monnaie, elles étaient pouvoir, elles étaient amitié, la première leçon sur ce que nous valorisons vraiment dans la vie. Et même si beaucoup s'en souviennent avec un sourire, il est devenu rare, de plus en plus rare, de voir un enfant jouer aux billes aujourd'hui. La tradition s'éteint silencieusement. Et avec elle, s'éteint un morceau de notre enfance collective. Un morceau qui ne reviendra jamais. Tous ces jeux ont quelque chose en commun. Quelque chose qui les rend spéciaux, uniques. Ils existaient sans électricité, sans connexion internet, sans écran lumineux. Ils existaient simplement parce que quelqu'un décidait de jouer, parce que quelqu'un d'autre voulait se joindre à lui. Peut-être que le monde d'aujourd'hui est plus rapide, plus connecté, plus avancé technologiquement. Peut-être avons-nous accès à des choses que nos grands-parents n'auraient même pas pu imaginer. Mais rien, absolument rien, ne se compare à cette sensation de vivre sans hâte, sans algorithme qui décide ce que tu vois, sans filtre, mais avec plus d'âme, plus de cœur. Ces jeux nous ont appris ce qu'aucune application ne pourra jamais enseigner. La persévérance du yo-yo, la stratégie des billes, le travail d'équipe de la corde à sauter, l'acceptation de la défaite, la joie de la victoire, l'importance des amis, la valeur d'être ensemble. Ils étaient bien plus qu'un simple divertissement. Ils étaient notre école de la vie. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question, une qui te ramène directement dans le passé. Quel était ton jeu préféré ? Lequel te transporte immédiatement à ton enfance ? Y en a-t-il un que tu peux encore revivre les yeux fermés ? Un jeu qui te manque ? Un jeu qui t'a fait te sentir vivant ? Si cette vidéo t'a fait sourire, si elle t'a ramené des souvenirs, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Dis-nous quel était ton jeu d'enfance, ce que tu en retiens, ce que tu ressentais. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a vécu ces années avec toi, avec quelqu'un qui comprendra, avec quelqu'un qui, lui aussi, fait partie de Mundo Rétro. On se retrouve lors du prochain voyage dans le passé, car se souvenir, c'est aussi vivre.